Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui. Le principe de cette discussion, effectivement, c'est de poser un certain nombre de questions. Je ne prétends pas du tout avoir toutes les réponses, mais on m'a demandé mon avis. Donc, je vais essayer de vous le donner. Et l'idée, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut innover en confiance dans un monde dont on sait qu'il est incertain. Et donc, j'imagine que vous posez un certain nombre de questions. Peut-être vous vous demandez, faut-il se lancer dans l'intelligence artificielle ? Dans le machine learning, dans le deep learning? Est-ce qu'il faut investir sur les chatbots, les robots, développer les objets connectés? Est-ce qu'il faut croire aux promesses du big data? Est-ce qu'il faut embaucher un data scientist? Est-ce qu'il faut investir dans le bitcoin, dans la blockchain? Est-ce que je vais éviter l'extinction en faisant de l'open innovation? Est-ce que je vais me faire ubériser par une licorne? Comment devenir agile? Bon, évidemment, tout ça est un peu stressant, exaltant aussi. Et donc, on va essayer de revenir en arrière et de reprendre, non pas les technologies une par une en rentrant dans les détails parce que ça n'aurait pas grand intérêt et on n'aurait pas le temps, mais juste pour définir un petit peu de quoi on parle, déjà d'un point de vue technologique. Je vais être assez bref. Faut-il se lancer dans l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, des machines, tout simplement, programmées, avec des méthodes connues depuis longtemps et qui se développent pour simuler une forme d'intelligence ou quelque chose qui ressemble à une intelligence pour répondre à des problèmes, comme par exemple savoir apprendre par soi-même. Donc le machine learning, c'est tout simplement les méthodes qu'on emploie pour permettre à des machines, donc de manière non supervisée, à apprendre par elles-mêmes ou de manière supervisée à apprendre quand on lui explique un certain nombre de choses au départ. Donc que ce soit fait par un être humain qui enseigne à la machine un certain nombre de choses, ou que ce soit fait par une autre machine qui donc peut apprendre à une nouvelle machine à découvrir des choses. Le deep learning, plus spécifiquement, c'est des techniques qui sont utilisées pour analyser des images, par exemple, et qui permettent à Facebook de taguer automatiquement des visages. Donc là, vous voyez, par exemple, la possibilité de reconnaître une personne dans 800 millions de visages en 5 secondes. Et aujourd'hui, donc, un tagging automatique qui se développe un peu partout. Les chatbots, donc je crois que c'est un sujet d'actualité, mais donc voilà, ces agents conversationnels avec lesquels on peut discuter justement avec une intelligence artificielle qui se développe à l'intérieur. Les robots, donc ici on a la société Boston Dynamics qui propose des robots qui sont capables peut-être d'intervenir en terrain hostile et d'assister en l'occurrence pour certains d'entre eux la défense. Les objets connectés, donc vous êtes familiers, tout simplement des objets du quotidien qui vont évidemment du téléphone à la voiture, en passant par la cafetière, et qui peuvent discuter entre eux et prévenir un certain nombre de choses et qui ont vocation peut-être à transformer la vie de tous les jours. Croire aux promesses du big data, donc ce big data qui serait le trésor caché de données qui existent dans nos entreprises et avec lequel, en utilisant les bonnes méthodes, on pourrait découvrir, finalement, on pourrait les valoriser et on pourrait faire des choses complètement inimaginables par le passé. Et évidemment, avec l'aide de data scientists, donc c'est à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue scientifique, des personnels qui peuvent aider à faire ce genre de choses. Le bitcoin, la blockchain, donc des monnaies alternatives, et pour ce qui est de la blockchain, la promesse, grâce à des méthodes mathématiques et grâce à des outils techniques, de peut-être désintermédier les tiers de confiance, de révolutionner le monde de la finance, voire de révolutionner la démocratie, de révolutionner les sociétés. C'est une grande promesse de la blockchain. Alors, une des questions que se posent des gens qui parfois se considèrent peut-être comme des dinosaures, ou en tout cas sans forcément oser le dire, c'est regardez comment les nouvelles espèces, les nouvelles générations, la génération Y, la génération Z et d'autres, peuvent se comporter pour essayer de survivre à cette disruption. Et la question de l'ubérisation, voilà, c'est cette question effectivement d'avoir une grande plateforme qui vient s'intermédier entre vous et vos clients, dont dans un premier temps on peut trouver très, très utile et intéressante, et qui, dans un certain nombre de cas, peut être tenté de capter une grande partie de la valeur et de poser un certain nombre de questions. Et ces licornes, ces startups dont la valorisation dépasse le $1 milliard, voilà, comment elles sortent, d'où elles viennent, et est-ce qu'effectivement ce sont des risques ou des opportunités? Et puis pour cette agilité, dans ce monde incertain, comment est-ce que
une société peut finalement passer d'une logique où on est sur des grands plans à long terme à des logiques dans lesquelles on s'adapte continuellement dans une logique d'évolution. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment répondu à la question des technologies, on n'a pas vraiment répondu à la question de est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire, et j'allais dire, c'est un petit peu difficile d'y répondre comme ça, sans le recontextualiser. Au départ, je voudrais quand même préciser que je pense que comme toutes les personnes dans la salle, je suis convaincu que le numérique constitue une fantastique opportunité pour faire énormément de choses d'un point de vue business et pour améliorer en fait la vie de tous les jours. Et on a ici plein d'exemples de choses qui sont très populaires et qui constituent des opportunités. Cette disruption numérique, c'est une vague qui touche tous les secteurs d'activité. Donc ici, vous avez les médias, les télécoms qui ont été parmi les premiers à être bousculés par cette vague. Et finalement, on voit que on anticipe cette disruption dans l'ensemble des secteurs d'activité. Je vous invite à jeter un œil, si vous voulez, à ce panorama prospectif des business models numériques sur lequel j'ai travaillé avec les partenaires de la Fondation Télécom, un certain nombre d'entreprises qui, avec des chercheurs, ont réfléchi à ces questions. Et outre les aspects technologiques, il y a évidemment des évolutions d'un point de vue humain, des changements de comportement, que ce soit au niveau des utilisateurs, des salariés, et aussi de la relation client-fournisseur qui nous intéresse peut-être plus particulièrement aujourd'hui dans le contexte du B2B. Un certain nombre d'équilibres historiques sont bousculés. Les business models, la manière de financer cette innovation, la régulation. Ici, on voit effectivement, par exemple, Airbnb qui, avec sa manière de disrupter l'hébergement, crée des choses complètement inattendues et effrayantes pour un certain nombre de villes, Berlin ou ici San Francisco, Paris, qui savent pas forcément très bien comment réagir par rapport à ça, en tout cas dont les entreprises locales s'inquiètent, avec des problématiques de régulation. Et ici, on a vu récemment à Paris aussi Amazon Prime, donc un service de livraison rapide des produits Amazon à Paris, qui a provoqué une réaction de la mairie de Paris. Alors donc voilà, l'idée c'est d'essayer de se dire comment est-ce que, de manière pratique, on peut essayer de prendre un certain nombre de précautions quand on veut innover en confiance dans ce contexte-là. Alors déjà, il faut avoir conscience que les chaînes de valeur avec le numérique se complexifient et que vous avez des nouveaux intermédiaires ou parfois aussi de la désintermédiation et que dans un cas comme dans l'autre, il faut il faut avoir conscience de ça et il faut se rendre compte que certains intermédiaires présentent évidemment des opportunités, mais aussi des risques. Par exemple, ici, vous avez récemment, dans le secteur des médias, la moitié des groupes de presse qui se sont retrouvés sans plus pouvoir parler à leurs clients parce que la société auprès de laquelle ils avaient outsourcé la facturation et les abonnements avait perdu son propre fichier client. Donc ça, c'était quand même assez problématique. Et une anecdote aussi sur le cloud, qui présente évidemment un certain nombre d'avantages, mais qui n'est peut-être pas aussi toujours sûr ou toujours infaillible comme on a pu le croire à un moment. Vous avez par exemple ici 5 heures de données clients perdues dans le cloud de Salesforce il y a encore quelques jours. Un changement de paradigme donc de la possession d'un produit vers l'utilisation d'un service qui crée des enjeux d'utilisation et de fidélisation et qui transforme le modèle de revenu. Donc ici vous avez la pizza as a service. Pour expliquer simplement, la pizza que vous fabriquez chez vous, vous l'achetez pas, mais vous achetez les ingrédients. Vous avez take and bake, vous achetez une partie des ingrédients, et à l'autre bout, vous avez complètement le service, complètement outsourcé en fait au restaurant dans lequel vous allez dîner. Et selon le contexte, évidemment, vous avez des manières de gagner de l'argent différentes. Et une des problématiques qui peut être liée à cette logique de service, c'est que si vous êtes convaincu que votre nouveau service est vraiment excellent et que vous avez vraiment envie d'emmener vos clients vers ce nouveau service, pour mieux les fidéliser, pour peut-être aussi mieux gérer vos propres ressources, peut-être parfois vous allez un petit peu loin. En tout cas, c'est ce que certains ont considéré ici avec l'upgrade de Windows 10 qui vous proposait soit de mettre à jour tout de suite, soit de mettre à jour ce soir, et qui ne vous donnait pas forcément une option très explicite pour ne pas mettre à jour. Avec la réaction d'un certain nombre d'acteurs, y compris professionnels, qui se sentaient un peu agacés par rapport à ça. Et en l'occurrence, Microsoft condamné cette semaine, je crois, à $10 000 de dommages et intérêts pour une utilisatrice qui s'est retrouvée obligée de migrer contre son gré. Donc ça nous ramène quand même à cette histoire de confiance
avec le client. Et il y a cet article que j'avais trouvé très intéressant dans l'usine digitale où on avait assurance et objets connectés, les liaisons dangereuses. Parce qu'effectivement, les assureurs, ça les intéresse de mieux connaître leurs clients, ça leur permet aussi de proposer de nouveaux services, mais un certain nombre de clients peuvent s'inquiéter de la dimension potentiellement intrusive de ces objets. Et donc, à un moment, dans la relation au client, dans la relation de confiance qu'on essaie de créer, ça pose quand même des questions. Un certain nombre d'acteurs même renoncent pour justement des raisons d'image. Par exemple, Google a mis en vente Boston Dynamics parce que un certain nombre d'images ont circulé sur Internet et c'est des images qui sont peut-être effrayantes, en tout cas beaucoup de gens les ont commentées comme telles, et Google préfère se séparer de cette filiale. Alors, il y a ce que vous avez envie de faire, mais il y a aussi le fait que d'autres puissent utiliser votre service pour faire des choses que vous n'aviez pas prévues. Et donc, quand par exemple vous développez la voiture connectée et que la réglementation évolue, il a écrit voilà, la voiture connectée, la police pourra tout lui faire avouer. Et donc finalement, on peut vous en vouloir indirectement du fait de mettre à disposition des choses qui vont se retourner contre votre utilisateur, contre votre client. Ici, c'est une photo que j'ai prise dans ma boulangerie, où en fait j'ai découvert que la caisse connectée en fait était reliée à la NSA. Bon, c'est sans doute pas la même, mais quand même, ça fait partie des choses qui peuvent amuser ou peut-être parfois inquiéter un certain nombre de gens. Donc il y a une stratégie de conquête également qu'il faut avoir à l'esprit des grands acteurs, avec, dans le cas d'Amazon, la réinvestissement permanent de tout son profit potentiel dans la croissance, avec des logiques de développement vers des oligopoles, voire des monopoles mondiaux de plateformes universelles. Donc c'est contre ce genre d'ennemis ou d'alliés, contre ce genre d'ennemis ou avec ce genre d'alliés qu'on est amené à travailler. Donc il faut soit accepter de composer avec eux, dans un certain nombre de cas, soit trouver des alternatives. Donc ici, par exemple, sur la plateformisation des médias et les offres qui sont proposées par Facebook, par exemple, d'écrire directement les contenus dans Facebook avec un certain nombre d'avantages, ça pose aussi un certain nombre d'inconvénients. Et dans la logique des online travel agencies comme Booking, TripAdvisor, etc., on sait que ce sont des plateformes qui se sont intermédiées entre les hôtels et leurs clients, et un certain nombre d'hôtels ont souhaité lancer une initiative comme par exemple Fairbooking, qui est une coopérative, une plateforme coopérative qui leur permet de ne pas se faire intermédier par les online travel agencies, qui leur prennent beaucoup de la valeur. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'on peut être impressionné par Uber, dont la valorisation explose, comme on le voit ici. Mais d'un autre côté, il faut avoir à l'esprit que cette valorisation et les moyens en fait, dont Uber dispose, c'est quand même lié à des investissements, 9 milliards de dollars de 55 investisseurs, face auxquels, évidemment, quand on est les taxis de San Francisco ou de n'importe quelle ville du monde, on peut avoir un petit peu de mal à résister. Mais que, par ailleurs, l'entreprise n'a pas encore complètement démontré sa capacité à être profitable. Donc, je veux dire, à un moment, il y a des effets qui pourraient peut-être être des illusions d'optique face auxquelles il faut avoir un peu d'esprit critique et une certaine perspicacité. Ces licornes de la Silicon Valley et d'ailleurs, elles ont peut-être des sabots d'argile pour certaines d'entre elles. On voit ici LinkedIn qui a perdu 40% de sa valorisation en une journée quand elle a annoncé des prévisions décevantes. Et quelques mois plus tard, elle est rachetée par Microsoft. Donc les startups, le capital risque, l'innovation ouverte, c'est des choses qui sont à la fois, qui peuvent être à la fois extrêmement enthousiasmantes et qui peuvent apporter énormément aux entreprises. Mais c'est pas de la magie, quoi. C'est du business, et donc il y a un certain nombre de choses à vérifier. Ici, vous avez l'incubateur Rocket Internet qui est spécialisé dans le clonage de bonnes idées, qui a été très 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 performant pendant longtemps et dont la valorisation a brutalement baissé il y a peu. Un point qui me semble important aussi, j'allais dire plus particulièrement pour une communauté B2B, c'est de respecter, de faire respecter un certain nombre de bonnes pratiques dans cette communauté, et pour développer des marchés qui soient sains et pérennes et dans lesquels tout le monde s'en sort bien. Ici, on a récemment eu une publication du WFA, donc les représentants des publicitaires dans le monde, qui tirent la sonnette d'alarme et qui énoncent qu'il y a une fraude sur 10 à 30% des publicités en ligne. Donc c'est un marché de 400 à 500 milliards de dollars. Ça fait quand même 40 à 120 milliards de dollars de publicité facturée de manière abusive, ce qui en fait le second marché le plus lucratif de l'économie souterraine après le narcotrafic. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes de volume.
Et j'allais dire plus inquiétant, c'est pas de la cybercriminalité qui provoque ça, c'est les acteurs du système eux-mêmes, selon 92% des sondés. Donc en fait, c'est un marché dans lequel il y a des mauvaises pratiques qui pénalisent un certain nombre d'acteurs. Alors, des alternatives intéressantes à observer aussi, hein, toujours à la recherche d'innovation. Ici, vous avez par exemple un groupe de presse qui essaye de permettre à l'utilisateur d'avoir un contrôle beaucoup plus fin sur la publicité, voire de lui permettre de ne pas utiliser la publicité. Donc il a un business model en fait à géométrie variable en fonction de la manière dont le client souhaite être en relation avec ce titre. Bon, il faut quand même le dire, se préparer peut-être en cas de bulle. Je ne veux pas faire le Cassandre, etc. Mais au contraire, j'allais dire, c'est à partir du moment où on adopte des bonnes pratiques, à partir du moment où on est circonspect, on a moins à craindre que quand on est dans l'hubris, quoi. Ici, on a un certain nombre d'acteurs financiers qui eux-mêmes aussi tirent un peu la sonnette d'alarme par rapport à des valorisations folles. Et donc, ça nous invite simplement à peut-être une philosophie plus sereine par rapport à ces prix ou par rapport à des inquiétudes qu'on peut avoir vis-à-vis d'acteurs qui semblent être complètement hors logique. Par rapport à la technologie, je voulais aussi vous dire que, bon là c'est une petite blague que je faisais sur le chatbot annoncé par Ray Kurzweil. C'est une blague de geek, hein, excusez-moi pour le côté, mais en fait ça m'a rappelé un logiciel que j'utilisais quand j'étais étudiant. C'est un simulateur de psy qui existait en mode texte sur un logiciel où en fait on pouvait discuter de manière assez amusante. Je dis pas que c'était très sophistiqué, mais c'était assez amusant. Et donc finalement, il faut quand même se rendre compte que voilà, ces technologies d'intelligence artificielle ou de chatbot, ce sont des choses qui ne viennent pas d'apparaître instantanément, c'est des choses sur lesquelles des gens travaillent depuis longtemps. Et pour vous donner un exemple, ces 10 dernières années, les chercheurs de l'INRIA ont publié dans 400 articles de recherche et ont publié dans 1000 articles liés à des conférences sur ces sujets-là. Donc je vous enjoins d'ailleurs à vous rapprocher de la communauté scientifique pour acquérir justement cette capacité et ce recul vis-à-vis des technologies. Et donc, effectivement, anticiper les limites scientifiques et technologiques, parce qu'il y a des buzzwords, il y a des gourous, il y a des gens qui vendent des choses et qui ont intérêt à le faire, et j'allais dire, ils ont certainement raison pour toute une partie des arguments qu'ils énoncent, mais aussi, ils ont peut-être aussi un peu tendance à mettre sous le tapis un certain nombre de choses. Donc je pense que c'est plus sain, c'est beaucoup plus... voilà, on avance en confiance à partir du moment où on a conscience de ses limites. Donc ici, vous avez un exemple qui fait sur le Bitcoin, où on a pu observer des limites à quelque chose qui semblait, encore une fois, peut-être magique d'une certaine manière. Et donc le mot-clé pour moi, je ne sais pas si j'ai dû le prononcer déjà un certain nombre de fois, c'est le mot confiance. Je ne suis pas le seul à l'employer, mais je vous invite d'ailleurs à regarder ce petit livret qui a été publié par NYU et Blablacar, avec ce que dit Frédéric Mazella, donc Trust is the new energy, la confiance est la nouvelle énergie. Parce que je pense que pour innover en confiance, il faut vraiment réfléchir à un certain nombre de choses sur la confiance elle-même. Donc évidemment, la confiance, c'est quelque chose qui nous est intuitif, et le numérique change un certain nombre de choses par rapport à ça. Dans ce petit manuel que je vous montrais, dans ce petit papier, on voit que la confiance, traditionnellement, c'est des interactions individuelles successives qui se passent bien et qui nous donnent envie de faire de plus en plus confiance à quelqu'un. Avec le numérique et les logiques sociales, les logiques de ranking, les logiques de notation et de mieux connaître un petit peu les membres de cette communauté, on peut plus facilement, plus rapidement avoir confiance en quelqu'un. Pour autant, je pense qu'il faut aussi dire que ça a ses limites, et il me semble qu'il y a un certain nombre de fondamentaux humains qui demeurent, notamment dans le B2B, parce que quand on est dans le B2B, on n'est pas en train de choisir entre un paquet de biscuits A et un paquet de biscuits B, on est en train de construire une relation avec généralement une imbrication de la chaîne de valeur qui peut être importante, et donc des switching costs qui peuvent être élevés. Donc quand on contractualise dans le cadre du B2B avec un partenaire,
on a envie que cette relation dure, que ça se passe bien et que ça dure longtemps. On n'est pas forcément dans une logique d'enchère en temps réel où on va sélectionner le moins 10 ans à toutes les microsecondes, quoi. Alors voilà, donc le marketing, dans cette relation, dans cette disruption d'un côté et dans cette relation de confiance de l'autre côté, me semble avoir un rôle clé, parce que, à travers ses compétences et son rôle privilégié d'observateur des marchés et d'observateur des comportements, il est, en tout cas pas forcément le mieux à même, mais en tout cas un des mieux à même, pour conseiller la direction générale et pour aussi avoir un certain leadership dans la gestion de cette disruption, dans la manière dont cette disruption peut apparaître, et notamment avec la première étape de ce qu'on apprend quand on fait du design thinking, c'est-à-dire empathize. Voilà, c'est se mettre à la place de son interlocuteur, essayer de comprendre ce qui lui fait mal, ce qui pourrait lui faire du bien, et comment est-ce que, de manière sincère, on peut essayer de l'aider. C'est un point clé de la confiance, cette authenticité, et je pense que dans le cadre d'une relation B2B, c'est quelque chose qui doit toujours être présent. Oups, alors, mon dernier slide à sauter, qui était donc simplement vous dire que ici vous avez, excusez-moi, qui était de vous dire que ici vous avez l'opportunité de rencontrer des partenaires de confiance pendant ce sommet B2B Summit. Donc voilà, profitez de cette opportunité et je vous souhaite un très bon B2B Summit.